Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ces samedis soirs pour cet exercice de redevabilité. Le moment l'exige, la situation est grave et requiert de notre part une communication régulière pour vous préserver du poison rwandais fortement déversé depuis ces 72 heures. Ce soir, nous voulons commencer cet exercice de redevabilité en rendant hommage à un vaillant militaire qui est décédé parce qu'il défendait la ville de Goma, qu'il dirigeait comme gouverneur militaire. Je cite le général-major Peter Chirimwami Kuba. L'annonce nous a été faite hier en Conseil de ministres par le ministre de la Défense. Quelques heures après son décès, le président de la République a fait observer en Conseil de ministres 1 minute de silence en sa mémoire et de funérailles dignes d'un héros lui seront représentées d'ores et déjà. Il sera porté au grade de lieutenant général à titre posthume pour ses loyaux services rendus à toute la République démocratique du Congo. Ainsi que vous suivez qu'il y a de bombardements systématiques sur des sites stratégiques pour priver nos frères de Goma d'eau et d'électricité, bombardements et attaques systématiques des casques bleus de la MONUSCO. Tous ces faits qui constituent des crimes de guerre, nous les documentons parce que c'est sous la responsabilité de l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, comme nous n'avons cessé de le dire, il n'est même plus question de reparler du groupe terroriste M23 parce que ces groupes n'existent pas. C'est bien l'armée rwandaise qui opère dans l'est de la République démocratique du Congo et il rencontre une résistance farouche de nos forces armées appuyées par les casques bleus de la MONUSCO et le militaire de la SAMI RDC. Général, bonsoir. Nous sommes encore une fois heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité. En premier, vous avez connu le général Peter Chirimwami. Vous avez eu l'occasion, de par sa longue carrière au sein de forces armées, de travailler avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots sur la mémoire du combattant, de l'homme, du général qui est tombé hier pour la défense de la République démocratique du Congo, la patrie qu'il a tant aimée? La première des choses à dire, c'est que nous, militaires, nous avons signé un pacte avec la mort, puisque nous, la République, et c'est notre devoir de mourir pour que le peuple congolais soit en paix, pour que le peuple congolais puisse vivre dans la sérénité. Et celui qui vient de nous quitter, c'est un brave officier. Un officier dont la bravoure est sans égale. Je le connais pour l'avoir côtoyé sur le terrain. Moi, en tant que communicateur, lui en tant que responsable des opérations. Et je vous dis qu'il a échappé à la mort. Il a échappé plusieurs fois à la mort. On a comptabilisé 24 fois. Il a échappé 24 fois ce qu'il a connu, mais pour la 5e fois, il nous quitte, arme à la main. Il est tombé au champ d'honneur et c'est un véritable héros qui nous a quittés parce que lui, il ne reculait pas devant le danger. Et c'était l'ennemi juré des Rwandais. Et je suis sûr qu'ils sont en fête aujourd'hui parce qu'il est parti. Mais lui, il est parti. Mais les Congos restent, les Congolais restent et nous allons continuer son œuvre. Voilà, lorsqu'un héros d'ailleurs décède dans des circonstances sur le champ de l'honneur, plusieurs autres héros naissent. Général, est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire quelles ont été les circonstances, sans évidemment aller dans les détails, quelles ont été les circonstances qui ont conduit à son décès? Il était gouverneur militaire du Nord Kivu et quand la situation s'est empirée du côté de Mubambiro et de Sake, il était obligé d'aller accompagner les commandants de la 34e région militaire pour essayer de galvaniser les troupes qui étaient au front, qui stoppaient l'avancée de l'ennemi et qui l'ont fait reculer. Et c'est dans ces entrefaits que les snipers de l'armée rwandaise l'ont identifié, ils ont tiré sur lui. Et lorsqu'il a été atteint, il y a ses gardes qui ont essayé de le secourir,
il y a un qui est tombé avec lui et 2 autres qui sont blessés, qui sont aujourd'hui soignés dans les hôpitaux, dans les formations médicales spécialisées. Voilà le contexte dans lequel notre brave officier général, le général-major Chirimwami Kuba Peter, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, nous a quittés. Voilà, vous avez été gouverneur de cette province pendant des longues années. C'est l'occasion d'ailleurs, nous aurons l'occasion de revenir parce que vous avez déjà fait face à ces aventures rwandaises il y a quelques années. Mais qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cet homme, le général Peter Chirimwami? Oui, c'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris la mort de Peter Chirimwami, le général-major, qui est l'un de nos successeurs après que nous ayons choisi de venir siéger à l'Assemblée nationale en 2019. Et donc, moi, je l'ai connu d'abord quand j'étais gouverneur. Il était TD de la 8e région militaire. Le TD, c'est celui qui est chargé de l'enseignement militaire. Et c'est avec lui qu'on a défoncé tous les plans de ces agresseurs qui en voulaient à la province du Nord Kivu depuis Belle-Lurette. Et après, il a été élevé pour commander les opérations Sokola 1 à gauche comme à droite. Et tout ce temps-là, nous avons été avec lui. Et pendant que le général Baoum a dirigé les opérations Pomme-Orange, nous étions également avec lui. Et sa bravoure est reconnue de tout le monde, la capacité de résilience, de résister devant l'ennemi. Cette capacité est connue et il ne reculait jamais. L'essence de l'organisation des troupes a hanté son esprit à tout moment. C'est d'ailleurs cela qu'il a trouvé sur la ligne de front parce que les agresseurs étaient en train d'avancer vers la ville de Goma après avoir défoncé le centre de résistance qui était entre Sake et Mubambiro. Et il fallait aller remobiliser les troupes autour de leur commandant pour que ces troupes puissent faire face à cette agression. Et donc, c'est dans ces conditions-là qu'il a pu trouver la mort. Donc, je reconnais un officier général qui est parti. Mais je crois que la mort du général Chirimwami, au-delà de la tristesse qui doit animer tous les Congolais et toutes les Congolaises, cette mort doit raviver en nous, en tout le monde, militaire comme civil, une détermination de mettre définitivement un terme à cette agression, à ces rébellions qui n'ont que trop duré. Maintenant, nous avons connu autour de 10 millions de morts. On a connu plus de 500 000 femmes violées. Aujourd'hui, nous avons autant de déplacés dans les camps. Maintenant, c'est 7 millions, ce sera 8 millions. Je crois que ça n'est trop. Et c'est le moment de voir le sang de Chirimwami, venger le sang de tous ceux qui sont tombés pour que finalement ces aventures qui sont faites à l'est de la RDC cessent et que la RDC amorce sa courbe vers le développement. Sinon, tout ce que je peux dire, c'est honneur, mon général, vous êtes parti, vous êtes brave et la nation vous en sera très, très reconnaissante. Nous avons quelques mots d'une profonde sagesse d'un homme d'expérience qui disait en limia, en swahili, que la patience paye. C'est pas parce que vous n'avez pas mangé aujourd'hui que vous ne mangerez pas demain. Faites confiance au commandant suprême. Voilà plus ou moins ce qu'on peut retenir pour les mots de ces vaillants militaires. Nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir sur le programme de ces obsèques, mais aussi les différentes cérémonies qui seront organisées pour lui rendre les honneurs qu'il mérite et pour saluer sa mémoire qui doit servir d'exemple à tous les Congolais aujourd'hui, civils ou militaires, parce que pour cette patrie, nous tous, nous avons fait le choix du sacrifice suprême. Mon général, je reviens à vous. Nous savons que les Rwandais est déterminé à faire chuter Goma, qui s'attaque de manière robuste à nos forces, qui riposte de manière encore plus robuste avec l'appui de la MONUSCO et de la SAMI RDC. D'ailleurs, la SAMI RDC qui a perdu 7 éléments et la MONUSCO en a perdu aussi 3. Des casques bleus sont des consécutifs des crimes de guerre à la charge du Rwanda et de son président. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement des opérations sur le terrain? Effectivement, le Rwanda est déterminé à s'emparer de la ville de Goma, mais non vaillant FRDC, non vaillant
Ouazalendo, les patriotes, appuyés par Sami Diarcy la MONUSCO, eux aussi sont déterminés à défendre bec et ongle la ville de Goma, à repousser l'ennemi, et ce qui est fait, et pourquoi pas à les bouter hors du territoire national. D'ailleurs, ce message-là, c'est le message du commandant suprême qui est adressé à tous les militaires des forces armées, et ce message a été transmis aux commandants des unités, à tous les militaires des forces armées à travers les commandants des unités, hier, après la réunion du Conseil supérieur à la défense, par le chef d'état-major général, et ils ont compris le souci du commandant suprême, le souci du peuple congolais, et au moment où nous parlons des combats, les combats se poursuivent depuis hier, et nos troupes, avec l'appui de la MONUSCO, avec l'appui de Sami Diarcy, et nos troupes accompagnées des vaillants patriotes Ouazalendo ont réussi à repousser l'ennemi, et l'ennemi a même sorti des chars qui sont venus du Rwanda, et ces chars n'ont pas pu avancer, et cette détermination est sans pareil, et les forces armées et tous les partenaires sont déterminés à barrer la route à ces aventuriers, à ces aventures du Rwanda. Et donc voilà, en journée, nous avons tous suivi et cité la Première ministre ainsi que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité s'affairent très rapidement à restaurer l'électricité dans la ville de Goma, à partir de laquelle l'eau pourra être produite, mais en dehors de ces questions d'attaque sur des infrastructures stratégiques, mais des bombes sont tombées dans le camp des déplacés de Bouchagara. Il y a une volonté, Monsieur le ministre, de s'aimer la panique, la terreur, les terrorismes. C'est bien la méthode qu'utilise l'armée rwandaise pour les populations du Nord Kivu. Je rappelle que c'est des populations qui ont déjà fait face à ce type de situation, qui sont très résilientes, et d'ailleurs, nous leur transmettons toute la solidarité de la nation que le président de la République a dit hier en Conseil de ministres. Monsieur le gouverneur, comment les populations peuvent se comporter en ce moment où ils sont particulièrement l'objet des pressions à la fois psychologiques, mais aussi d'une intense campagne de manipulation sur les réseaux sociaux? Quand vous étiez gouverneur, il n'y avait pas encore cette puissance des réseaux sociaux, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos, s'il vous plaît? Oui, mais merci bien. Quand je vois les vice-gouverneurs, comment ils font ces apparitions, je me rappelle de tout ce que je faisais. Je crois que la presse est témoin de tout ce que nous avons fait en 2006, 2007, 2008, 2012. Tout ce qui est arrivé là m'était déjà arrivé. Je me rappelle le 29 octobre 2008, lorsque le CNDP voulait prendre la ville de Goma, je suis resté dans la ville. Et à 22h, ils ont annoncé sur France 24 et toutes les chaînes du monde que non, les gouverneurs venaient de fuir, alors que j'étais dans mon salon et un journaliste m'a appelé de l'extérieur et je suivais en direct moi-même sa chaîne pour dire mais où est-ce que vous vous situez maintenant? Parce qu'on a appris que vous avez fui la ville. Et je lui ai dit mais vous êtes vêtu en couleur jaune et en couleur verte, est-ce que celui qui est en brousse peut décrire comme ça un journaliste? Et c'était la fin des débats. Donc pour dire qu'en fait, les Rwandais utilisent la manipulation. Et plus tard, en 2012, c'était la même chose. Toutes les informations disaient que le gouverneur avait quitté la ville. En fait, c'était pour préparer le terrain afin que l'agresseur entre. Vous vous rappelez ici à Kinshasa les actes ignobles qui avaient été faits en 1998 lorsqu'ils ont coupé l'électricité. Tout Kinshasa était en noir. En fait, c'est la méthode des Rwandais. Quel est l'objectif? C'est qu'on veut révolter la population contre le pouvoir établi. Lorsque vous n'avez pas l'eau, lorsque vous n'avez pas l'électricité, vous commencez à vous révolter contre le pouvoir établi et dire mieux vaut la rébellion que ce pouvoir parce que nous souffrons déjà tellement trop. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la même chose lorsqu'ils ont coupé, ils ont jeté des bombes sur la ligne qui vient de Bukavu et sur la ligne qui vient de Rutshuru parce que c'est eux qui contrôlent cette partie. C'est en fait asphyxier la population de la ville de Goma, qui l'est déjà, parce que lorsque vous voyez la ville de Goma est dans un cul-de-sac, c'est-à-dire au nord, c'est la voie qui mène vers Rutshuru, ils sont là.
À l'ouest de Goma, c'est la route Sake, Kichanga, Masisi, ils sont là. Et à l'est, c'est le Rwanda. Alors, il ne reste que la petite voie de sortie qui est les lacs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque la ville n'est plus approvisionnée par les axes que je viens de citer à produits agroalimentaires et qu'ils coupent l'électricité, on manque de l'eau, à ce moment-là, l'objectif c'est de dire la population va commencer à se révolter et réclamer tout de suite l'arrivée. Mais là, je dois noter que toutes les guerres qui se sont passées à l'est de la RDC, si le M23 est entré pour une fois à Goma en 2012, c'était le 20 novembre 2012 à 10h, moi j'ai quitté à 10h la ville, avant qu'ils ne la prennent parce qu'ils sont allés me chercher à la résidence parce que j'y étais, et j'ai quitté à 10h dans la ville. En fait, tout ce qu'ils font là, ils ont réussi à le faire dans les périphéries de Goma. Mais il n'y a jamais eu une guerre dans la ville de Goma. Je me rappelle, en 2008, on n'a pas quitté, ils n'ont pas pris la ville de Goma parce que tout simplement, ils ne savaient pas comment la prendre. Mais en 2012, les forces armées, ayant trouvé qu'il y aura beaucoup de carnage, ont choisi le couloir de Sake pour qu'il n'y ait pas autant de morts. Mais pour cette fois-ci, ça sera la plus grande bataille comme la bataille de Normandie, pour ceux qui savent l'histoire. C'est-à-dire, les forces armées sont déterminées, et je peux vous dire, lorsque nous parlons avec l'état-major général, eh bien, ça sera la dernière plus grande bataille que la RDC n'ait jamais connue pour que ça passe ou ça casse. Et je pense que les populations de l'Est, les populations de Goma, les populations de Lubero, de Masisi, de Kichanga, nous savons que là où les M23, par la couverture du Rwanda, se trouvent, ne sont pas à l'aise, sont maltraités, mais on maquille tout simplement la vie qui s'y passe. Nous voudrions lancer un message pour dire que c'est le temps de la mobilisation générale, comme nous le faisions à l'époque. C'est le temps de la mobilisation générale. Qui a son carton de biscuits? Qui a sa bouteille d'eau? Qui a, je ne sais pas, sa chikwang? C'est le temps comme on le faisait à l'époque pour qu'on vienne accompagner les FARDC. Même si elles disposent de leurs ratios militaires, il faudrait que la population se mobilise autour du président de la République pour que nous puissions accompagner notre armée et que pour une fois, nous mettions fin à cette aventure. Parce qu'on a trop menti à la communauté internationale qu'il s'agit des FDLR qu'on est en train de poursuivre. On a trop menti qu'il s'agit de menaces contre une catégorie de population qu'on appelle Tutsi. Je pense que les Tutsis se moquent eux-mêmes du président rwandais. Si les gens qui sont morts du génocide pouvaient parler, ils diraient, Monsieur le Président Kagame, ce n'est pas de cette manière dont nous vous avons demandé de nous plairer. Nous avons été tués, nous étions entre 900 000 et 1 million, mais vous venez de tuer plus de 10 millions au Congo. C'est 10 fois plus que ce que nous sommes. Si ces gens pouvaient parler, ils rappelleraient cela au président rwandais. On ne vous a pas demandé d'aller tuer 10 fois plus que ce que nous avons été, parce que vous commettez 10 fois plus de génocide. Et donc, moi, je crois que c'est le moment pour et la population congolaise et la communauté internationale de savoir que dans la région des Grands Lacs s'est installé finalement un pyromane qui alimente les conflits au motif qu'il y a FDLR, au motif qu'il y a haine ethnique, alors que les populations tutsis congolaises n'ont aucun problème. Je vous donne des exemples. J'ai été gouverneur pendant 12 ans. Mon ministre des Finances, c'était Congolais. C'était Congolais que lui veut récupérer comme Tutsi. Mais moi, je l'ai pris comme Congolais. Il a été ministre des Finances pendant tout ce temps. Et plus tard, avant de quitter le Nord Kivu, je l'ai fait élire comme sénateur. Il a siégé ici, au Sénat. Est-ce qu'on peut dire qu'une province comme le Nord Kivu est contre une telle catégorie de population quand on peut accorder le ministère des Finances à un compatriote qui a le droit de pouvoir avoir ce ministère et qui a été de surcroît sénateur ici à Kinshasa? Donc il veut comme ça aveugler la communauté internationale parce que tous nous regrettons le génocide qui s'est passé au Rwanda, mais au nom du génocide, on ne doit pas aveugler toute la communauté internationale et commettre plus de crimes comme si
ce sont les Congolais qui sont allés commettre le génocide au Rwanda et que donc ils doivent payer le prix de ce qu'ils ont commis au Rwanda. Donc c'est quand même des éléments importants, Monsieur le ministre, que nous devons régler. Mais de toute évidence, vous avez parlé des mobilisations. La mobilisation ne concerne pas que ceux qui sont dans le Nord Kivu. Toute la République démocratique du Congo va se mobiliser parce que, comme nous disons et nous répétons, cette guerre n'est pas la guerre qui est faite au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une guerre qui est faite à chaque Congolais, partout où il se trouve, en même temps. Et nous avons les devoirs tous de nous lever pour dire que cette fois-ci, ça suffit. Et évidemment, les dispositions sont prises quant à ceux, parce que vous ne pouvez pas prétendre protéger une communauté en massacrant d'autres communautés. On va ouvrir la série des questions pour apporter un certain nombre d'éléments d'éclairage aux journalistes qui sont ici présents, y compris et surtout pour déconstruire de manière systématique tout le poison rwandais. J'insiste sur les termes parce que justement dans leur stratégie, c'est la propagation de mensonges et nous comptons sur vous et sur tous ceux qui nous suivent à la maison. Ne prenez pas pour information vraie ce qui tombe sur vos téléphones parce que justement, c'est aussi de cette manière qu'ils pensent pouvoir fragiliser l'unité dont on a tous besoin aujourd'hui d'avoir derrière le président de la République pour faire face à cette agression. On va commencer la série des questions avec M. Romain Chanson. Dès lors, comment pensez-vous qu'on peut accorder du crédit aux communiqués issus d'une organisation qui n'existe pas? C'est les Rwandais qui devraient, à travers son ministre des Réseaux sociaux, communiquer de manière claire sur le crime et les autres actes de barbarie qui posent dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu. Ici, vous avez vu le gouverneur, le vice-gouverneur prendre le lit de la province après la disparition du gouverneur et nous travaillons justement de manière étroite avec eux pour apporter des réponses de manière systématique aux préoccupations soulevées par nos populations qui, en cette période, ont besoin de soutien. Nos populations ne peuvent pas se fier à une quelconque forme de communiqué qui émane d'une entité qui n'existe pas, parce que l'adversaire, c'est bien le Rwanda qui opère. Lorsque vous regardez les modus operandi, le matériel utilisé, je ne vois pas à quel moment ce mouvement que vous avez cité peut avoir la possibilité d'avoir accès à ces armes et à vouloir affronter à la fois la MONUSCO et ainsi que la SAMI-RDC qui viennent en appui de forces armées de la République démocratique du Congo. Cette nuance doit être bien claire parce que la situation en République démocratique du Congo doit être relatée avec la vérité des faits. Il y a un rapport du groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a donné des chiffres approximatifs de l'ordre de 4000, alors que les enregistrements qui se font au niveau de nos services renseignent davantage d'ailleurs, parce qu'il y a des opérations d'aller-retour, et fait rhétorique de parler d'un mouvement qui n'existe pas n'a plus de sens. Et nous avons compris que dans la stratégie, c'est distiller la peur. C'est distiller la peur. Ce n'est pas en bombardant les infrastructures électriques, ce n'est pas en commettant de crimes de guerre, en déversant de bombes sur de camps des déplacés que vous pouvez penser être vous les libérateurs d'une population que vous terrorisez. Eh bien, ils peuvent être sûrs que cela n'arrivera pas. Sur les autres aspects de la question, les générales y répondra, mais ici, dans les cas de prérogatives qui sont les nôtres, nous avons pris des dispositions, et d'ailleurs, c'est pourquoi nous tenons cet exercice de redevabilité, pour que de manière claire et de manière transparente et régulière, nous puissions non seulement produire de bulletins d'information, que nous puissions apporter la bonne information. Général. Dans le Nord Kivu, peu après les bombardements du camp de Mugunga, où nous avions fait des obsèques de plusieurs dizaines de nos compatriotes, nous avons eu l'occasion de faire un exercice de redevabilité avec lui, et les mots qu'il disait ces jours-là résonnent aujourd'hui pour beaucoup comme un testament. Avec la technique, on peut réécouter ce que disait le général Peter Chirimwami. Accentuer, nommant justement le nouveau gouverneur. Et pourquoi cet acharnement? Parce que c'est la chaîne nationale qui est en train de propager, de divulguer cette vidéo. Mais écoutez, c'est la preuve justement lorsque nous vous disons quotidiennement que le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. Ils produisent du mensonge à quantité industrielle et parfois en panne de recherche qu'ils commencent à créer et à se faire une réalité qui en réalité n'est pas la nôtre. Nous sommes à la télévision nationale, toutes les ordonnances sont rendues publiques. Vous avez vu qu'il y a le vice-gouverneur qui a pris le relais.
nous sommes africains de tradition. Il faut qu'on arrive à rendre des hommages mérités au gouverneur militaire qui est décédé avant de procéder, et le président de la République le fera dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Ici, on ne le dira jamais assez, c'est justement la preuve de la sérénité perdue, où on pense qu'en se renforçant, en produisant quotidiennement des mensonges, en inondant la République démocratique du Congo, parce que vous savez la vraie différence que nous avons avec les Rwandais, c'est que les Rwandais n'ont pas la liberté que nous avons. Nous sommes libres dans nos réseaux sociaux, nous discutons et parfois nous discutons trop sur des choses, par exemple des questions militaires pour lesquelles nous n'avons aucune expertise. Mais il n'y a qu'à voir tout ce qu'on appelle les nuancologues qui s'expriment, et parce que nous sommes dans un cadre libre. De l'autre côté, la liberté n'existe pas de s'exprimer, et comme on veut systématiquement contrôler et justifier la mort inutile des enfants rwandais sur le sol congolais, on pense pouvoir recourir aux mensonges, on pense pouvoir travestir les faits qui se déroulent en République démocratique du Congo pour en faire des sujets inversés, pour pomper et inonder les populations rwandaises des fake news et de toute cette désinformation. Ça va s'arrêter, parce qu'en face, nous avons une riposte dans la mesure, et c'est ce qui donne des insomnies au président rwandais. De toute évidence, ici, derrière le président de la République, nous réitérons notre détermination, et avec tous ceux qui composent les fronts médiatiques, donc des journalistes qui sont d'abord congolais, pour défendre la patrie en recourant systématiquement à la vérité. C'est aussi l'occasion d'interpeller les uns les autres, parce que nous sommes justement dans une situation de guerre, dans une situation où nous voulons nous assurer que nous avons pris toutes les mesures pour protéger nos populations. Abstenez-vous d'être des relayeurs des fausses informations. Prenez le réflexe de vérifier auprès des médias également qui travaillent et qui informent, dès lors que vous savez que dans le cadre de cet exercice de redevabilité, nous vous disons les choses telles qu'elles se passent sur le terrain. Donc c'est vraiment une interpellation que tout le monde doit suivre à la maison. Général, allez-y s'il vous plaît. Merci, Excellence. Moi, je voudrais demander à tous les journalistes qui sont ici de faire un effort, un petit effort, pour faire l'analyse sémiotique ou sémiologique de toutes les images qu'on a. Moi, on m'a envoyé les images de l'arrivée de John Tshibangou à Goma. Des images, hein, une vidéo. L'arrivée de John Tshibangou à Goma. La première des choses, je regarde le tarmac, ce n'est pas le tarmac de Goma. La deuxième des choses, je vois la tenue du général John Tshibangou. Ce n'est pas la tenue opérationnelle. Et là, cette tenue-ci, c'est la tenue de garnison. Et quand j'ai regardé, j'ai poussé le regard plus loin, j'ai vu que c'était le jour de son arrivée à Mbuji-Mayi à l'aéroport de Bipemba. Et puis on prend cette image, on la balance. Tout militaire, même moi je venais d'affecter quelques journalistes à l'Est, avant de partir, ils prennent la tenue de l'Est, la tenue opérationnelle. Donc il faudrait qu'on fasse un effort d'analyse pour essayer d'infirmer ou de confirmer quelque chose qui arrive dans les réseaux sociaux. C'est très important. Et le message, puisqu'il a parlé de l'ultimatum de 48 heures donné à nos hommes, oui. Ce que le Rwanda ne sait pas, c'est que la guerre n'a pas encore commencé. Et elle va commencer. Voilà. Oui. Merci. Il y avait tout à l'heure une question de Romain Chanson sur, je pense, l'engagement de la SAMI-RDC. Je pense que c'est dans ces cadres-là que la ministre sud-africaine est arrivée. Je pense qu'il y a eu un communiqué qui est sorti dans ces cadres où ils expliquent avoir contribué notamment à arrêter la progression de M23 et que dans le cadre justement de la mission qui leur a été confiée, ils continuent d'opérer aux côtés de nos forces armées. On va prendre les questions de M. Eric Izami, mais bien avant, il y avait un commentaire du ministre. Donner une analyse politologique et sociologique de ce fait que Kagame est en train d'infiltrer dans l'opinion congolaise pour dire que Tshibangou
est nommé gouverneur. En fait, au Rwanda, il y a 2 ethnies. Et Kagame est habitué à la manipulation des ethnies. C'est-à-dire, si ce n'est pas Hutu, c'est alors Tutsi. Alors, Kagame sait très bien à quelle communauté appartient Tchibango. Et il sait la configuration qu'il y a en République démocratique du Congo. Donc, quand il jette ces poisons-là, c'est comme pour dire aux populations de l'Est, voilà encore qu'on vous amène quelqu'un de là pour venir vous diriger. Et ça, c'est jouer sur les fibres ethniques pour justifier que moi, si j'arrive avec mes troupes, je vais vous responsabiliser avec quelqu'un de chez vous. Voilà l'analyse politologique et sociologique de ces poisons qu'il injecte. Et vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, je pense que c'est de cette manière, justement, qu'il y a cette forme de campagne, y compris dans de groupes WhatsApp, tendant à diviser les compatriotes congolais, alors que certains compatriotes ne se sont pas gênés de revendiquer la mort d'un digne fils du pays. Comment pensez-vous alors vous comporter en libérateur, entre guillemets, en vous réjouissant de la mort des notabilités? De toute façon, toutes ces aventures vont s'arrêter en République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Éric Izami, allez-y pour vous. Perte en vies humaines de notre côté, nous, on ne cache rien. Le gouverneur est tombé là, main en main, on l'a annoncé. Mais on ne l'a pas annoncé comme vous voulez. Nous l'avons annoncé comme l'État congolais veut. Parce qu'il a été blessé, on l'a évacué à bord d'un avion médicalisé. Il est venu succomber de ses blessures ici à Kinshasa. Et aussitôt, on a tenu d'abord à informer sa famille avant d'informer officiellement la communauté nationale et internationale après la réunion du Conseil supérieur de la défense. Et c'est comme ça la procédure. Et nous ne suivons pas vos procédures à vous, nous suivons les procédures de l'État congolais. La transparence sur le nombre de décès, est-ce que vous parlez de la mort du général Eonza? Eh bien, on a diffusé que le général Eonza est décédé, il a été tué, mais à 17h30, je l'ai appelé, on a rigolé ensemble. Il est là, vivant. Et c'est ce que son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement vous a dit. Et c'est le message qu'il a répercuté à la population. Il ne faut pas porter beaucoup de crédit aux réseaux sociaux, puisque ces réseaux sociaux-là sont fomentés au Rwanda et pour alimenter l'espace congolais et l'espace international. Mais nous, on n'a aucun secret. Il y a des morts chez nous, effectivement. Mais là où il y a les secrets, c'est au Rwanda, où on interdit même de faire les deuils des morts rwandais qui tombent chez nous. Hein? Les Rwandais, les militaires rwandais qui sont tués chez nous, ils sont enterrés en catimini et il est interdit aux familles de les pleurer, de faire le deuil. Mais chez nous, c'est officiel. Et il y en a eu beaucoup de morts voilà. Ces derniers jours, et d'ailleurs des blessés. Je pense qu'aujourd'hui, la très distinguée Première Dame a rendu une visite de solidarité aux blessés qui sont hospitalisés dans les centres hospitaliers de Kinshasa. Monsieur le ministre, vous aviez un commentaire sur cette question? Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le général. Au Rwanda, en fait, pas seulement on cache les morts, mais on trompe la population, les veuves et les enfants, que les militaires sont en opération, soit au Mozambique, soit en Centrafrique, soit... Et les gens ne reviendront plus. Et si quelques Rwandais et Rwandaises peuvent nous écouter ici, il faut qu'ils sachent que nombre de leurs militaires qui sont venus en République démocratique du Congo ne rentreront plus à Kigali et au Rwanda. Donc ça, c'est le message que je lance aux Rwandais. S'il y a des militaires qui sont envoyés sur la ligne de front, c'est le moment de ne plus venir ici au Congo parce qu'ils seront saucissonnés par nos forces armées. Alors, les 48 heures que ces terroristes ont évoquées, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est la stratégie de ces agresseurs. C'est que la bataille de Mubambiro et de Sake sur la colline qu'on appelle Macha, c'est à gauche de la cité de Sake, et sur les 3 antennes, et sur la route qui va vers Kimoka en allant vers Kichanga, ils ont subi d'énormes pertes.
Alors, quand ils annoncent 48 heures comme un ultimatum, c'est une manière de vouloir se reposer pour se réorganiser. Et donc, l'appel que moi j'ai fait aux forces armées, c'est de considérer que dans ce temps ici, ces 48 heures où ils pensent donner un ultimatum, c'est comment récupérer tous les corps, les blessés et recompléter les unités pour faire un nouvel assaut sur nos forces armées. C'est le moment de les traquer, de ne pas les laisser une seule seconde. Et là, vous trouverez qu'ils seront mis en état. Donc, c'est la stratégie rwandaise, c'est connu. Quand ils ont tué, ils ont abattu l'avion de Habyarimana, ils étaient à Arusha en train de parler pour dire non, nous temporisons un peu, nous allons voir. Entre-temps, ils ont abattu l'avion et c'est là l'élément déclencheur du génocide. Donc, nous savons leur méthode de travail. Heureusement qu'ils font face aux gens qui les connaissent. C'est pourquoi nous restituons à l'opinion tous ces éléments-là, pour que ceux qui ne connaissent pas sachent les méthodes de travail, les modus, comment on a dit, operandi. Modus operandi des Rwandais. Là, ils sont saucissonnés. C'est la raison pour laquelle ils veulent observer une pause de 48 heures. Mais aux forces armées, n'observez pas ça, parce qu'ils veulent créer la peur dans les chefs des forces armées. Il faut ce matin déjà les poursuivre pour les amener beaucoup plus loin, afin de les repousser d'où ils sont venus. C'est le conseil que je peux donner, mon général. Merci, Monsieur le ministre, des éléments d'éclairage. Et nous sentons justement que le président rwandais a perdu un peu le nord au regard de ses dernières sorties médiatiques qui ressemblent maintenant à de la pure bassesse. Et c'est cette nervosité qui s'est traduite et qui va faire mourir beaucoup d'enfants rwandais sur nos sols. Allez-y, s'il vous plaît. Un petit commentaire. Moi, je connais le président rwandais depuis 1990. Je l'ai suivi. Parce que ce n'était pas lui le chef de la rébellion du FPR. Il y avait un certain Rwigema qui est mort. Et c'est comme ça que lui, Kagame, a pris les relais. Et quelques jours après, il s'est fait vice-président en mettant un pantin qu'on appelait Pasteur Bizimungu, mais qu'il a renversé plus tard pour devenir président. Et le Pasteur Bizimungu, aujourd'hui, il parle en exil. Donc, ils ont leur méthode de travail et de fonctionnement. Et on l'a vu, tout ce temps, il apparaissait aux yeux du monde comme un modèle, comme quelqu'un qui est calme, comme quelqu'un qui ne peut pas. Mais lorsque j'ai vu le président rwandais sortir des mots lourds d'injures, j'ai tout de suite senti que, en fait, quand quelqu'un commence à sortir des injures, c'est qu'il est affaibli. Totalement. Donc il est tellement affaibli qu'il commence à injurier même les autres présidents. Ça veut dire que c'est un homme affaibli totalement et c'est le moment de pouvoir écraser ses troupes sur le sol congolais. Merci. Voilà, on va prendre la prochaine question de M. Oscar Mbal. Et puis ce sera M. Merci, madame. Vous parlez de certaines personnes qui considèrent le général Chirimwami comme traître. Le ministre le porte-parole du gouvernement vient de vous parler du venin rwandais. Je vous ai dit que le général Chirimwami a échappé à la mort 24 fois. Et il est mort la 25e fois. Et parmi les 24 fois, je sais, les Rwandais ont cherché à l'éliminer depuis toujours. Il est, comme les deux ministres qui sont ici, comme moi, peut-être aussi comme vous, comme certains journalistes ici, l'ennemi juré des Rwandais. Et ce sont ces Rwandais qui véhiculent ce venin-là dans l'opinion congolaise. Et le premier tweet est venu du numéro 1 des renseignements militaires rwandais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a déclaré que le commandant en chef de FDLR est mort. Ça, c'est un général rwandais, numéro 1 des services secrets rwandais, des services militaires, qui l'a déclaré. Alors, comment voulez-vous prêter cette intention aux Congolais? Je ne pense pas que ça vient des Congolais, ça vient des Rwandais. Et ils ont l'art des informations, l'art de l'intoxication, ils ont l'art de la manipulation. Ils sont spécialistes en la matière. Donc, il ne faut pas vous étonner. L'essentiel, comme je vous l'ai dit, il faut analyser chaque information qui tombe dans les réseaux sociaux, puisque c'est un véritable venin, comme l'a dit le ministre.
Voilà, merci. Et puis la déclaration de guerre, je ne sais pas si vous étiez dans la dernière réunion avec le ministre. Les guerres, comment voulez-vous qu'on déclare la guerre alors qu'elle est là? Mais nous sommes en guerre. Même si je dis que la guerre n'a pas commencé, c'est en termes d'intensité. C'est en termes d'intensité. Mais aujourd'hui, puisque même le vice-gouverneur l'a dit, est-ce qu'ils ont déjà combattu dans les centres urbains? Dans une ville comme Goma, le ministre venait de le dire, est-ce qu'ils ont déjà livré bataille au centre-ville? Non. Et c'est pourquoi je dis que la guerre n'a pas encore commencé, elle va commencer maintenant. Mais d'ailleurs, on ne les laissera pas entrer à Goma. Ça, c'est une certitude. Nous nous souvenons tous de ce que M. Laurent Désiré Kabila disait à l'époque, que la guerre sera longue et populaire. Il les disait, aujourd'hui nous sommes en 2025, ces paroles résonnent encore comme un testament. Madame Rachel Kitita, lorsqu'il faut défendre les patrimoines que nous avons en commun, est-ce que vous avez besoin d'être invité? Non. Vous posez la question si les politiques doivent s'asseoir. Mais les politiques n'ont pas besoin de s'asseoir parce que les politiques sont censés, eux, être le premier qui connaissent les enjeux du pays. Vous ne pouvez pas vous définir comme politique sans connaître les enjeux auxquels fait face la République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de cette guerre qui dure 30 ans. Et ici, il est établi, il y a un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient en renfort à ce que nous disons. Un rapport qui dit qu'il y a plus de 4000 hommes d'une armée d'un pays étranger qui tuent, qui violent et qui attaquent des infrastructures qui donnent l'électricité et l'eau à des populations. Est-ce qu'au vu de cette action, vous avez besoin, vous, d'être invité à vous lever pour défendre la patrie que vous prétendez aimer et défendre? Je ne pense pas. Je m'étonne d'ailleurs de ne pas voir, en tout cas pour l'instant, suffisamment de réactions, même du côté des églises, par rapport à la recrudescence des affrontements ces 2 derniers jours. Je m'étonne de voir que beaucoup des leaders de partis, ou ceux qui se disent leaders, de ne pas s'élever. Ici, je rappelle que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Je ne veux pas revenir dans les détails de l'histoire depuis les génocides rwandais. Mais si nous devons refaire le tour, vous allez voir ce qui a conduit à la mort de Mobutu, à la mort du président Laurent Désiré Kabila, et de ne pas parler des innombrables Congolais, de vaillants officiers de nos forces armées, des hommes et des femmes qui ont perdu des vies. Depuis, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une invitation pour s'élever et défendre la patrie qu'on prétend aimer et chérir? En tout cas, moi, je voudrais bien mettre au défi tous ceux qui se disent qui aiment le Congo, à partir de demain ou de lundi, d'où qu'ils sont. J'ai vu qu'il y avait des initiatives sur les réseaux sociaux, des Congolais qui disent qu'ils font des vidéos de 20 secondes pour soutenir les forces armées. Je souhaiterais en voir des millions, parce que les mégas que vous avez dans vos téléphones, ce n'est pas simplement pour nous entretenir entre nous, la famille, mais c'est aussi pour préserver le patrimoine commun, notre maison, que la République démocratique du Congo. Na kolobango na lingala ndeko paluka kolobango pe na Swahili po bato bazolanda biso na ndako bayebake na bitumba oyo président aza na rôle na ye, mais Congolais nyonso esika azali ye pe aza na rôle na ye. Oza na téléphone mega na yo okoki kosalela pona kobundela ekolo na yo. Madame Rachel, c'est cela la réponse. Pour d'autres considérations, je pense, j'imagine déjà c'est à quoi vous avez pensé, mais ces considérations ne valent pas plus que la protection de l'intégrité
territoriale de notre cher pays. Alors, on va atterrir, on va prendre, comme je disais tout à l'heure, régulièrement. Aujourd'hui, c'est samedi soir, nous sommes devant vous, vous allez nous voir régulièrement parce qu'il est question que dans le cadre du front qui est le nôtre, où nous appuyons le président de la République, parce que c'est les commandants suprêmes de tous les fronts, de nous assurer que quotidiennement, nous donnons les informations qu'il faut pour que les Congolais puissent comprendre tous les enjeux de ces conflits. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, madame. Vous parlez de certaines personnes qui considèrent le général Chirimwami comme traître. Le ministre le porte-parole du gouvernement vient de vous parler du venin rwandais. Je vous ai dit que le général Chirimwami a échappé à la mort 24 fois. Et il est mort la 25e fois. Et parmi les 24 fois, je sais, les Rwandais ont cherché à l'éliminer depuis toujours. Il est, comme les deux ministres qui sont ici, comme moi, peut-être aussi comme vous, comme certains journalistes ici, l'ennemi juré des Rwandais. Et ce sont ces Rwandais qui véhiculent ce venin-là dans l'opinion congolaise. Et le premier tweet est venu du numéro 1 des renseignements militaires rwandais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a déclaré que le commandant en chef d'FDLR est mort. Ça, c'est un général rwandais, numéro 1 des services secrets rwandais, des services militaires, qui l'a déclaré. Alors, comment voulez-vous prêter cette intention aux Congolais? Je ne pense pas que ça vient des Congolais, ça vient des Rwandais, et ils ont l'art des informations, l'art de l'intoxication, ils ont l'art de la manipulation. Ils sont spécialistes en la matière. Donc, il ne faut pas vous étonner. L'essentiel, comme je vous l'ai dit, il faut analyser chaque information qui tombe dans les réseaux sociaux, puisque c'est un véritable venin, comme l'a dit le ministre. Voilà, merci. Et puis la déclaration de guerre, je ne sais pas si vous étiez dans la dernière réunion avec le ministre. Les guerres, comment voulez-vous qu'on déclare la guerre alors qu'elle est là? Mais nous sommes en guerre. Même si je dis que la guerre n'a pas commencé, c'est en termes d'intensité. C'est en termes d'intensité. Mais aujourd'hui, puisque même le vice-gouverneur l'a dit, est-ce qu'ils ont déjà combattu dans les centres urbains? Dans une ville comme Goma, le ministre venait de le dire, est-ce qu'ils ont déjà livré bataille au centre-ville? Non. Et c'est pourquoi je dis que la guerre n'a pas encore commencé, elle va commencer maintenant. Mais d'ailleurs, on ne les laissera pas entrer à Goma. Ça, c'est une certitude. Nous nous souvenons tous de ce que M. Laurent Désiré Kabila disait à l'époque, que la guerre sera longue et populaire. Il disait, aujourd'hui nous sommes en 2025, ces paroles résonnent encore comme un testament. Madame Rachel Kitita, lorsqu'il faut défendre les patrimoines que nous avons en commun, est-ce que vous avez besoin d'être invité? Non. Vous posez la question si les politiques doivent s'asseoir. Mais les politiques n'ont pas besoin de s'asseoir parce que les politiques sont censés, eux, être le premier qui connaissent les enjeux du pays. Vous ne pouvez pas vous définir comme politique sans connaître les enjeux auxquels fait face la République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de cette guerre qui dure 30 ans. Et ici, il est établi, il y a un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient en renfort à ce que nous disons. Un rapport qui dit qu'il y a plus de 4000 hommes d'une armée d'un pays étranger qui tuent, qui violent et qui attaquent des infrastructures qui donnent l'électricité et l'eau à des populations. Est-ce qu'au vu de cette action, vous avez besoin, vous,
d'être invité à vous lever pour défendre la patrie que vous prétendez aimer et défendre? Je ne pense pas. Je m'étonne d'ailleurs de ne pas voir, en tout cas pour l'instant, suffisamment de réactions, même du côté des églises, par rapport à la recrudescence des affrontements ces 2 derniers jours. Je m'étonne de voir que beaucoup des leaders de partis, ou ceux qui se disent leaders, de ne pas s'élever. Ici, je rappelle que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Je ne veux pas revenir dans les détails de l'histoire depuis les génocides rwandais, mais si nous devons refaire le tour, vous allez voir ce qui a conduit à la mort de Mobutu, à la mort du président Laurent Désiré Kabila, et de ne pas parler des innombrables Congolais, de vaillants officiers de nos forces armées, des hommes et des femmes qui ont perdu des vies. Depuis, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une invitation pour s'élever et défendre la patrie qu'on prétend aimer et chérir? En tout cas, moi, je voudrais bien mettre au défi tous ceux qui se disent qui aiment le Congo, à partir de demain ou de lundi, d'où qu'ils sont. J'ai vu qu'il y avait des initiatives sur les réseaux sociaux, des Congolais qui disent qu'ils font des vidéos de 20 secondes pour soutenir les forces armées. Je souhaiterais en voir des millions, parce que les mégas que vous avez dans vos téléphones, ce n'est pas simplement pour nous entretenir entre nous, la famille, mais c'est aussi pour préserver le patrimoine commun, notre maison, que la République démocratique du Congo. Na rolobango na lingala ndeko paluka rolobango pe na Swahili po bato bazolanda biso na ndako bayebake na bitumba oyo président aza na rôle na ye, mais Congolais nyonso esika azali ye pe aza na rôle na ye. Oza na téléphone méga na yo okoki kosalela pona kobundela ekolo na yo. Madame Rachel, c'est cela la réponse. Pour d'autres considérations, je pense, j'imagine déjà c'est à quoi vous avez pensé, mais ces considérations ne valent pas plus que la protection de l'intégrité territoriale de notre cher pays. Alors, on va atterrir, on va prendre, comme je disais tout à l'heure,